Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur les ondes de Radio Campus Tours. Vous écoutez Et ton nom, une émission de vulgarisation philosophique produite par l'Association des étudiants de Tours, Kairos. Je suis Zeytouna Mada et j'ai le plaisir de présenter l'émission du jour. Comme à chaque fois, l'émission prendra la forme d'un entretien entre deux invités. Mais avant de les découvrir, prenons quelques instants pour situer le thème qui guidera notre discussion. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la puissance de la pensée comme levier de la libération humaine, autrement dit, que peut la pensée, le travail de la pensée pour la libération humaine. La question invite à examiner la capacité de l'activité intellectuelle à rompre les chaînes de l'illusion, du dogme, de l'aliénation sociale ou encore de la servitude des passions. Autrement dit, elle ouvre un ensemble de problèmes qui traversent plusieurs domaines de la philosophie, la métaphysique, l'éthique, la politique et l'épistémologie. Car demander ce que peut la pensée pour la libération humaine, c'est déjà établir un lien entre deux notions fondamentales, pensée et libération. Penser semble d'abord renvoyer à l'activité par laquelle l'être humain comprend le monde, se comprend lui-même et examine ses croyances. La libération humaine, quant à elle, suppose que l'homme n'est pas spontanément libre. Il peut être entravé par l'ignorance, par les passions, par les préjugés ou encore par des formes de domination sociale et politique. D'un côté, on peut soutenir qu'une libération n'est possible sans prise de conscience. Comprendre les mécanismes de l'annihilation semble être la première condition pour s'en franchir. Mais d'un autre côté, la pensée pourrait être insuffisante, voire impuissante, si la libération exige aussi des transformations concrètes du monde social et politique. Une difficulté apparaît alors. La pensée révèle les causes de l'asservissement, mais suffit-elle pour en sortir réellement ? Il vient qu'affirmer que la pensée peut libérer l'homme implique en effet un présupposé important. Cela suppose que la pensée n'est pas seulement un phénomène intérieur enfermé dans la subjectivité d'un sujet. Si la pensée n'est qu'un contenu mental privé, elle aurait sans doute peu de prise sur la condition humaine. La libération semble au contraire exiger une puissance qui dépasse la simple intériorité psychologique. C'est ici qu'apparaît ce qu'on peut appeler un pari rationaliste. Dans cette perspective, la pensée ne se réduit pas à un état de conscience individuelle, elle renvoie à la raison, c'est-à-dire une faculté capable d'atteindre des vérités universelles. La pensée consiste à accéder à des principes, à des normes de vérité ou de justice qui valent pour tous. Si la pensée peut être libératrice, ce n'est donc pas simplement parce que nous pensons, mais parce que la pensée peut nous conduire vers ce qui est rationnel et universel, et ainsi nous arracher du règne des opinions, des préjugés et des illusions. Voilà le problème qui nous occupera aujourd'hui. Bien sûr, il ne s'agit pas de prétendre résoudre en quarantaine de minutes une question qui traverse l'histoire de la philosophie, mais l'objectif de cette émission est d'ouvrir le débat, d'explorer les tensions qui traversent cette idée et de voir jusqu'où la pensée peut contribuer à la libération humaine. Quid de nos invités du jour ? J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Lénie Missamou-Makele. Bonjour. Bonjour. Lénie, c'est votre deuxième passage dans cette émission. Vous étiez déjà avec nous lors du premier épisode aux côtés de Arthur Caillé pour une discussion consacrée à Leibniz. À cette occasion, nous avons notamment évoqué Descartes, auquel vous vous intéressez à l'œuvre. Et l'on sait combien Leibniz, parmi d'autres, a cherché à répondre aux problèmes philosophiques ouverts par le grand Descartes. Aujourd'hui encore, autour de cette question de la puissance de la pensée, vous avez accepté de participer à la discussion. Merci d'être là. Et également présente avec nous, Pascal Gillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Tours. Vos travaux portent principalement sur la philosophie de l'esprit et la question du sujet, à la croisée de la philosophie classique et la philosophie contemporaine. Vous êtes notamment l'autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels figurent L'esprit, figure classique et contemporaine, Althusser et la psychanalyse, la question du sujet, Descartes et Wittgenstein, dans lequel vous proposez une réflexion approfondie sur les théories du sujet et de l'esprit. J'évoquais ce qu'on pourrait appeler un pari rationaliste, l'idée que la pensée n'est pas simplement quelque chose qui se passe dans la tête d'un sujet particulier, mais qu'elle renvoie à une dimension objective. Pour beaucoup de personnes non philosophes, même pour des philosophes débutants, cette idée est assez surprenante parce que nous avons spontanément tendance à penser que la pensée est dans notre esprit. Par exemple, on voit en philosophie du langage en ce moment l'affirmation de Frege, dans le sens et de notation,
que la pensée existe indépendamment des sujets. En d'autres termes, qu'elle n'a pas besoin de porteur. Or, cette thèse n'apparaît pas avec lui. Est-ce que, Madame Gillot, vous pourrez nous expliquer ce que signifie cette objectivité de la pensée? Alors, merci pour cette invitation et merci pour cette belle et terrible question. Mais c'est une question, en fait, ou un problème intéressant, comme les vrais problèmes philosophiques, qui vient de très loin en réalité. On peut considérer que déjà chez Platon, donc ce philosophe de l'Antiquité, 4e siècle avant notre ère, élève de Socrate, la pensée n'est pas la propriété d'un esprit singulier. C'est-à-dire qu'elle n'est pas enfermée dans les limites étroites d'une subjectivité, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui une subjectivité. Autrement dit, elle n'est pas à moi. Et si la pensée n'est pas à moi, c'est vrai que c'est déconcertant. C'est vrai que c'est étrange. Mais la philosophie procède de cette façon, avec la plus grande rigueur. Et en même temps, ça a une vertu. C'est intéressant de considérer que la pensée ne dépend pas de moi, parce que moi, je suis fini. Moi, vous, comme être fini dans le temps, eh bien, nous n'avons pas l'éternité. Et il importe que la pensée, qui peut nous sauver, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, elle ne soit pas entachée ou limitée par la finitude ou le caractère imparfait de mon esprit. Et donc, ça, on trouve ça chez Platon, dans de grands textes, notamment dans le Phédon, qui raconte l'itinéraire de Socrate. Et Socrate, il fait le pari du fait que la pensée qu'il traverse, elle ne va pas mourir avec son corps, donc avec lui. Voilà. Donc ça remonte à très très loin. Et l'histoire de la philosophie, elle repose d'une certaine façon perpétuellement cette question du rapport entre la pensée, qui est indexée à la vérité quand même, rien que ça, et le moi. Alors certains philosophes, il ne faut pas parler comme ça, des philosophes, considèrent que la pensée est rattachée à un moi, et d'autres, qu'on appelle les rationalistes, considèrent que la pensée nous excède, et c'est ce qui fait sa beauté magnifique. Et voilà. Quel est le pont, justement, de cette désindexation de la pensée au sujet, par rapport au sujet, à justement ce qui va être la libération du sujet? Ah mais ça, monsieur, c'est dans la République de Platon. Donc j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent, débutants, non débutants finalement, nous sommes tous logés à la même enseigne, à relire ces textes qu'on pense connaître quand on les a lus, ou qu'on ne connaît pas quand on débute, et qui sont des textes qui tournent justement autour de la question que vous évoquez. Et déjà chez Platon, il est question de libération. Dans la République, il y a un texte qui mêle des questions qu'on appelle, pour le dire épistémiques, donc la théorie de la connaissance. Comment connaître le vrai, comment s'arracher à l'opinion qui nous égare. Et puis la question politique de la liberté. En fait, elle est nouée. Ces deux questions, elles vont ensemble dès le début, si je puis dire. C'est-à-dire si on considère que c'est chez Platon qu'il y a un régime de discours philosophique qui advient comme rationalité et qui pose la question de notre libération. Dans la République, c'est clair, c'est de la politique. Quelle est la cité juste qui n'existe pas, c'est une utopie, dans laquelle les humains seront libres et non aliénés, émancipés de la tyrannie intérieure ou extérieure. C'est un grand texte politique, la République. Et c'est aussi un texte qui porte sur la théorie de la pensée. Est-ce que la pensée, en nous excédant, peut justement nous délivrer de ce qui nous entrave? Et qu'est-ce qui nous entrave? L'ignorance. L'ignorance, bien sûr. Et les rationalistes, ils combattent l'ignorance dès le début. Même chez Platon, dont on a dit qu'il est ami de l'aristocratie, ou qu'il déteste la démocratie, ça n'est pas si simple. Il pense une libération commune, déjà. Ça va être repris bien plus tard par le grand Descartes, comme vous disiez. Là, vraiment, il ne sera plus question d'aristocratie. Et donc, dès le début, comme vous dites, les grands rationalistes, les grands théoriciens de la pensée sont d'ores et déjà dans une perspective politique de la philosophie. Bien sûr. On renvoie toujours à Platon parce que c'est notre maître. Enfin, il y a Socrate, mais qui n'a rien écrit, comme vous le savez, qui fut le maître de Platon. Platon ne s'est jamais remis de la mort de Socrate. Même les philosophes débutants le savent, puisque Platon a écrit l'Apologie de Socrate. Il met en scène de façon constante ce personnage du philosophe amoureux de la vérité et de la justice. Ça va ensemble.
dans beaucoup de ces dialogues. Il n'y a pas seulement l'apologie de Socrate, jusqu'au dialogue de la fin où Socrate disparaît. Et c'est un scandale de la mort de Socrate, parce que Socrate, il est amoureux de la vérité. Donc il va finalement exercer son jugement critique et inviter son interlocuteur à exercer son jugement critique en dehors de toute autorité. Tout va être remis en question. Des institutions politiques, un certain nombre de préceptes qu'on n'a pas interrogés. Donc il ne s'agit pas de fustiger ou de refuser la loi en général, mais de se demander sur quoi c'est fondé. Il n'arrête pas de poser ces questions politiques embêtantes. Socrate, amoureux de la vérité, philosophe, et amoureux de la sagesse. Donc il est terrible aussi. C'est bien ce que Nietzsche lui reprochera en disant c'est une torpille. Il est épouvantable. Ou Aristophane. Et ça s'est très mal terminé pour lui, puisqu'il a été condamné à boire à la ciguë le poison en 399. Et Platon ne l'a jamais accepté, ça. Justement parce qu'il y avait le nouage, dans l'alliance dans la figure de Socrate, entre une vie pour la pensée, une vie très belle, délivrée de l'imperfection, de la mort aussi. C'est un pari contre la mort. Et puis, une exigence politique de justice pour l'humanité. Donc déjà, c'est dans Socrate. Votre sujet, je rappelle le titre, Ce que peut le travail de la pensée dans la libération de l'homme. Donc on ne parle pas véritablement de la pensée, mais plutôt du travail de la pensée. Il y a nuance entre les deux termes. Le travail de la pensée, c'est aussi douter, questionner, interroger, hésiter. Travailler, c'est pas forcément avoir raison, c'est pratiquer la philosophie. Je suis d'accord avec votre définition, une des définitions possibles de la philosophie, parce que vous savez bien que c'est difficile aussi de définir la philosophie, mais on essaie, on s'y emploie. Alors une nuance, moi je ne dirais pas une nuance entre la pensée et le travail de la pensée. La pensée est du travail, en tout cas dans son acception philosophique, parce qu'elle ne tombe pas du ciel, jamais. Et c'est ce qui sépare la pensée au sens de la rationalité, si vous voulez, l'exercice du jugement critique, qui peut être très déstabilisant, en effet, d'une sorte de révélation religieuse ou mystique qui nous tomberait comme ça, tout armé, et qu'on n'aurait plus qu'à accepter, nous. Et c'est parce que c'est un travail, interroger, critiquer, remettre en question, remettre en doute, en ayant pour objet la vérité. Attention, quand même. Ça, c'est la différence du philosophe et du sophiste. Le sophiste, il est très fort pour critiquer aussi, mais il n'a pas l'amour de la vérité. Et en tout cas, c'est vrai que c'est ce travail de remise en question aussi qui est le début de la pratique philosophique, comme pratique théorique, disait un philosophe. Donc oui, mais qu'est-ce que ce serait qu'une pensée qui ne soit pas du travail, en réalité? Est-ce que ce serait de la pensée? Et là, j'ai en tête la dernière magnifique page de l'éthique qui rappelle que la difficulté est au fondement de cette libération, de ce programme. On ne peut pas se passer de l'épreuve, de la difficulté, de la confrontation à la difficulté pour justement, il parle de salut, pour cette libération dans ce travail-là. La difficulté aussi, elle apparaît chez Platon, chez tous les rationalistes finalement qui évoquent cette difficulté inhérente au travail de la pensée et qui à chaque fois fait comprendre que la libération, elle est dans le travail même et pas dans forcément ses fruits de manière finale. Alors, c'est la question de la récompense que vous évoquez. Bon, tout est magnifique dans l'éthique, mais c'est vrai que la fin de l'éthique est extraordinaire. Et il fait l'éloge de ce qui est difficile autant que rare. Ça, c'est la beauté de la philosophie. Ce qui ne veut pas dire attention. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, toujours des textes. Mais par exemple, dans la lecture que j'en ai, ça ne veut pas dire que Spinoza soit un philosophe élitiste, au sens où seuls quelques esprits privilégiés, on ne sait pas pourquoi, pourraient accéder à cette pensée difficilement, mais pourraient y accéder. Et ce serait rare, c'est-à-dire le commun des mortels ne pourrait pas y accéder. Bon, c'est une lecture possible de cette fin de l'éthique. Tout ce qui est difficile autant que rare est beau, et le travail de la pensée, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bon,
ça a une longue histoire aussi. On peut considérer que le travail de la pensée, c'est un travail collectif. Et en réalité, dans l'éthique de Spinoza, donc écrite au XVIIe siècle, après Descartes, il incombe à toute l'humanité de travailler ensemble la rationalité. Et alors, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la pensée, c'est pas moi. Et heureusement, elle ne m'appartient pas. C'est ce qu'il y a de commun en nous et qui fait tout ce qu'il y a de plus élevé dans l'humanité. Et ça veut dire aussi, si la pensée est un travail, ça veut dire que c'est une lutte contre soi-même, contre la paresse, qui est terrible et qui fait finalement notre asservissement. Descartes l'évoque aussi, Descartes, le glorieux prédécesseur de Spinoza, que Spinoza a beaucoup critiqué, mais dont il s'est beaucoup inspiré, qu'il a beaucoup retravaillé de l'intérieur. Descartes, il a, vous savez, dans la première méditation métaphysique, le grand livre de Descartes de 1644, il évoque tout ce travail difficile, justement, pour essayer de penser d'une pensée qui est orientée vers la vérité absolue. Attention, il faut connaître l'absolu. C'est très, très compliqué, c'est très rude. Et donc, il faut mettre en œuvre toute une série de dispositifs. Il faut commencer à douter de ce qui nous entoure, du monde extérieur. Déjà, c'est beaucoup. Et puis, peut-être que ce corps n'est pas à moi. Peut-être que je ne suis pas mon corps. Bon, ça commence à devenir étrange. Et puis, peut-être qu'il n'y a rien du tout en dehors de ma pensée. Et puis, peut-être que même les mathématiques, finalement, sont fausses, alors que c'est la science la plus certaine. Donc, ça va extrêmement loin. Et peut-être qu'à la limite, ça, ce serait un point de basculement. Peut-être que je n'existe pas. Donc... c'est extrêmement radical, ce doute hyperbolique. Et ça correspond à ce que vous évoquiez, ce travail. Il y a une dimension destructrice de la pensée. Et là, on a... Mais, alors, le point sur lequel je voulais insister, c'est que ce travail destructeur de la pensée qu'on entend chez Descartes, dans ce qu'on appelle le doute radical, vraiment, il faut y aller, c'est un doute au-delà du petit doute quotidien. C'est vraiment un doute métaphysique, le plus poussé possible. Il est indexé quand même à la recherche du vrai. C'est-à-dire le philosophe, s'il peut se distinguer du sophiste, et c'est compliqué de les distinguer, Platon essaie de les distinguer, ils se ressemblent comme chien et loup. Le sophiste, c'est un virtuose du raisonnement. Ça n'est pas un imbécile, le sophiste. Il a un rapport au langage très fin, et il est très fort aussi dans le maniement du raisonnement. Mais qu'est-ce qui différencie le philosophe du sophiste ? C'est la finalité du travail d'interrogation critique, le doute. Et c'est là qu'on rencontre la question du désir philosophique. Le philosophe, c'est un amoureux de la vérité. Peut-être qu'on ne l'obtient pas, mais et voilà. Alors que le sophiste, lui, c'est un indifférent. Lui, peut-être qu'il cherche une forme de pouvoir, de domination, mais pas la vérité. Et alors, pour revenir à la question du labeur, de la pensée, qui consiste à penser contre tous les préjugés, mais ils sont immenses, et puis ils peuvent être en nous, les préjugés, ils sont souvent en nous. C'est vraiment un travail difficile. Et parfois, on est fatigué. Et parfois, nous sommes tentés par la paresse terrible, la paresse sur laquelle s'appuie la domination contemporaine que j'appelle, moi, le capitalisme numérique. La dite intelligence artificielle, le fait qu'on ne lit plus, le fait qu'on nous demande de ne plus lire des textes, mais de les résumer sans même avoir à les lire, ça tape sur la paresse. Évidemment, c'est le puissant affect de paresse qui nous traverse tous, et les philosophes y compris. Donc il faut lutter contre sa propre paresse, parce que la paresse, c'est le pire. La paresse, c'est la servitude absolue pour toujours de toute l'humanité. Et donc, pour finir, et après je m'arrête, bien sûr, c'est pour inviter aussi les auditeurs à lire. À la fin de la première méditation métaphysique, vous vous souvenez ? Le narrateur, celui qui recherche la vérité, qui s'est enfermé loin des conversations ordinaires et qui se met à douter d'absolument tout, il se dit, c'est trop. Et peut-être que je risque de ne pas y arriver. C'est pénible et laborieux. Et c'est pénible et laborieux. Et après, il évoque l'esclave, auquel il se compare. Donc il n'y a pas de mépris du philosophe. Jamais. Le vrai philosophe, il n'a pas de mépris. Il est exigeant, mais il n'a pas de mépris par rapport à ses frères humains. Oui, et il évoque cet esclave, peut-être que je serai comme l'esclave qui dort, qui sait qu'il dort, que sa liberté est imaginaire, parce qu'en fait, il est dans les fers et il imagine qu'il est libre, il rêve qu'il est libre, et il a peur de se réveiller, l'esclave, de peur de perdre cette liberté complètement illusoire. Voyez ? Il travaille avec ses illusions pour s'en laisser plus longtemps abuser. Voilà.
Et le philosophe, voilà, c'est cet esclave qui, malgré tout, tel Spartacus, essaie quand même de se libérer de ses chaînes, mais c'est très, très difficile. Mais c'est la beauté aussi, le fait que ce soit si difficile. C'est la beauté de cette tâche-là. Et donc, à cet égard, vous lisez, on parlait de l'éthique au début, on peut en dire de même peut-être de Descartes, vous lisez ces auteurs comme, ou du moins ces œuvres, comme des programmes politiques. Mais c'est le cas. Alors Descartes, c'est plus compliqué, en tout cas littéralement, dans ce qu'on peut lire. Mais Platon, c'est tout à fait manifeste. Platon, il essaie de fonder, il écrit la République, Politeia, c'est-à-dire il écrit une constitution dont il dit il faut que ce soit pas le règne de l'hypocrisie, pas le règne de l'argent, la plutocratie, c'est très actuel, pas le règne de l'oligarchie. Bon, il évoque l'aristocratie, mais qu'est-ce que c'est que l'aristocratie ? C'est le gouvernement des meilleurs, c'est-à-dire des meilleurs humains. Mais ça ne veut pas dire un tel, et le bas peuple dehors, pas du tout. Ça veut dire qui sont les meilleurs ? C'est les philosophes. Ça veut dire la philosophie au pouvoir. La philosophie, ça peut être tout le monde. C'est une humanité qui travaille à sa libération. C'est comme ça qu'on peut le lire. Et peut-être qu'on doit le lire, Platon. Pourquoi est-ce qu'il est contre la démocratie qu'il a connue de son temps, Platon ? C'est la démocratie qui a condamné Athènes, pardonnez-moi, c'est la démocratie d'Athènes qui a condamné Socrate. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas la démocratie ? Ça, c'est dans la République 7, 8, 9. Parce que c'est le règne des opinions. C'est ça. Et les opinions, c'est de la non-pensée. Et donc, c'est le règne de la discorde. Alors que ce qui nous unit, nous humains, c'est la rationalité. Mais c'est pas quelqu'un qui soit dépositaire de la rationalité. Vous voyez ? Donc, on peut dire c'est la philosophie au pouvoir. C'est une forme de communisme. On peut lire Platon comme un communiste. Au sens où il travaille le commun humain. C'est la grande lecture de cet immense philosophe contemporain qui est le Platon des temps modernes aujourd'hui et qui est Alain Badiou, qui ne cesse de retravailler Platon actuellement. Et qui veut dire que Platon, c'est pour aujourd'hui. Et Platon, il a essayé de mettre en œuvre sa République juste. Il a essayé 2 fois, il est allé 2 fois en Sicile pour essayer de mettre en pratique sa politique. Donc il était vraiment engagé. Ça s'est très mal terminé, il a failli en mourir. Mais il était engagé. Ô combien ? Pas dans la vie politique politicienne, il les détestait, mais dans un projet de commun humain sous la direction de la philosophie et pas de quelques-uns. Voilà, c'est en ce sens qu'il peut être appelé communiste. J'ai envie de rappeler ce que Zaitoun faisait remarquer dans son intro, à savoir que la connaissance, par exemple la connaissance des causes, ne suffit pas parfois à libérer véritablement l'homme. À cet égard, j'ai un texte de Marx qui me revient où il critique Feuerbach. Et il dit que connaître sa condition, les causes de sa condition ne suffit pas à s'en libérer. Il prend l'exemple d'un homme qui se noie. Enfin, il prend l'exemple de la noyade et savoir qu'on est noyé, ça ne libère pas du lac. Enfin, voilà. Dans quelle mesure le travail de la pensée est limité ? Alors, moi qui suis rationaliste, je ne peux pas adhérer à cette thèse. C'est un pari aussi. La philosophie, c'est un pari. On n'est pas absolument certain qu'on va trouver la vérité. Mais c'est l'objet de notre désir. Donc, que le travail de la pensée soit limité, pourquoi serait-il limité ? On peut dire, pour moi, un jour on va mourir, on peut essayer toute sa vie de... Alors, la thèse de Socrate, c'est qu'on ne meurt pas complètement. Qu'il y a une part... Ou de Spinoza. Il y a quelque chose en nous qui reste partiellement éternel. Alors c'est difficile à comprendre et qui équivaut à ce qu'on a pensé de vrai. Alors c'est une petite part, mais il y a quelque chose comme ça. Mais on peut considérer que le travail de la pensée, encore une fois, il nous concerne tous. Et puis qui concerne l'humanité. Il y a un progrès des sciences, malgré tout, même si c'est très contesté aujourd'hui, la notion de progrès, par exemple. Alors c'est vrai que on peut dire que la seule dimension intellectuelle ne suffit pas. Et la théorie, elle suppose une pratique, mais il faut de la théorie. Et c'est ce que Marx a pensé, mais Marx était un philosophe aussi. Absolument. C'était un philosophe, un théoricien de la Révolution, très engagé. Mais alors il polémique contre Feuerbach, qui fut en même temps son maître. Ça ne suffit pas peut-être de comprendre, mais comprendre, c'est une condition absolument nécessaire. C'est un réquisite. Et après, il faut des conditions pratiques.
réel. Mais par exemple, il faut une société dans laquelle les humains puissent être éduqués. Et c'est très compliqué, ça. Quand est-ce qu'on a eu ça, vraiment ? Il y a eu des progrès, tout ce qui est la dimension scolaire, mais est-ce que c'est vraiment réalisé ? Même aujourd'hui en France, rien n'est moins sûr, avec toute la dimension sociale. Donc il faut penser les institutions politiques, sociales, qui font que nous pouvons développer ce que nous avons tous. Ça, c'est l'axiome rationaliste. Et ça qui est très beau, nous avons tous la raison en partage. Tous, également. Ça, c'est la grande affirmation cartésienne. Descartes. Ah oui. L'esprit est la chose du monde la mieux partagée. Oui, et la raison est naturellement égale. Égale en tous les Et finalement, ce qui nous distingue, c'est le travail. Oui, mais ça, c'est pas une distinction essentielle. Non. C'est politique, c'est pour ça que la question est la politique. Comment est-ce qu'on se donne les moyens, matériellement, dans une société, pour que chacun puisse développer cette capacité de penser que chacun a totalement. Donc il n'y a pas des petits intellectuels, des petits manuels, comme on peut entendre encore aujourd'hui. On va orienter les enfants qui seraient plus spontanément dirigés vers je ne sais quel métier technique plutôt que vers un métier intellectuel. Non pas que la technique soit évidemment méprisable, pas du tout, mais il y a toujours une relation entre l'intellect et la pratique. Donc la question, elle est politique aussi, toujours. Et ça, Platon le savait, Descartes le savait, même s'il était beaucoup plus prudent concernant la politique. Mais ses successeurs ont compris que c'était un révolutionnaire. D'Alembert l'a compris. Il a dit Descartes, c'est le précurseur d'une révolution éclatante. Qu'est-ce qui menace donc aujourd'hui la libération de l'homme et qu'est-ce qui nous appelle justement plus que jamais à ce travail de la pensée ? Vous parliez tout à l'heure du capitalisme numérique. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui pour faire cet appel sur la Radio Campus de Tours à ce travail de la pensée ? Je lance solennellement un appel au travail de la pensée, qui est un travail aussi révolutionnaire, vraiment. Il ne s'agit pas de s'enfermer non plus chacun complètement, si Descartes l'a fait pour sa métaphysique, dans sa chambre et de ne pas en sortir. Mais il faut en passer par un travail intellectuel exigeant. Et alors ce que j'appelle, une formule comme ça, mais c'est le capitalisme, tout simplement, là, qui est arrivé à un point de convulsion, de contradiction, d'horreur quand même très très avancé. Là, on le voit tout le temps. On voit ce qui se passe en Iran, au Liban, les États-Unis déchaînés, les guerres partout, à un point. Et alors j'insiste sur la dimension numérique parce que il y a ce rapport au livre qui est très distendu aujourd'hui, rendu très difficile. On le voit, moi j'habite Paris, je prends le métro tous les jours. C'est pas seulement Paris, mais c'est spectaculaire dans le métro parce qu'on voit plein de gens et ils sont tous avec leur téléphone, prétendument. Alors on peut se dire, ils sont en train de lire la critique, la raison sur leur téléphone, mais il vaut mieux un livre à ce moment-là. Puis ça aide à la concentration. Et il ne s'agit pas de mépriser cette attitude. D'ailleurs, chacun est tenté par ça. Il faut vraiment lutter pour ne pas être pris dans cette espèce de prolifération du divertissement. C'est-à-dire, on prend le téléphone par pulsion narcissique et parce que c'est moins compliqué, en fait, que d'essayer de... Mais pour tout le monde, encore une fois. Et c'est à disposition, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est-à-dire que c'est un dispositif de duplication de la paresse. Ou de ce que Pascal appelait le divertissement, c'est-à-dire de se détourner de ce qui est important. Ça table sur des affects qui sont des affects très puissants que la psychanalyse aussi a théorisé. Le narcissisme. Est-ce que tout le monde m'aime ? Est-ce que... je ne veux pas même utiliser ces termes. Mais voyez ce dont je veux parler. Et puis la fascination pour les mauvaises images aussi, au détriment de la lecture. La lecture, c'est une activité linéaire. Donc c'est difficile. Il faut être concentré. Mais être concentré, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et aujourd'hui, avec ces déferlantes d'écran partout, même dans les universités, ça n'aide pas les étudiants. Ça, j'en suis persuadée. Donc je mène une lutte don quichotesque. Mais on ne sait pas. Ça peut donner des résultats avec les étudiants, avec tous les gens qu'on peut rencontrer. Lire, se détacher de ces écrans qui nous abrutissent littéralement, mais ça vaut pour tout le monde. Ça, c'est le début de la libération. Et c'est très difficile aujourd'hui parce que tout est fait aujourd'hui de fait pour nous empêcher de penser. Voilà, pour le dire très vite. Avec ces écrans partout, avec leurs images, voilà, leurs mauvaises images, qui fait qu'on se détourne
Le travail de lecture, c'est un travail de pensée. Et lire Hegel ou Platon, c'est vraiment difficile, même après 40 ans. Mais c'est beau. D'une certaine façon, il n'y a rien de plus beau que ça avec l'amour et la politique, on peut dire. C'est vraiment... Voilà. Donc il ne faut pas baisser les armes, ni les bras. Il faut lutter. Ce qui est menacé aussi, c'était, même avant le numérique, c'était avec l'apparition des industries et de la révolution industrielle, avec les entreprises qui, avec des rythmes plus forts. Ce qui était menacé, c'était l'attention. Hein, bon, l'attention est présente chez Malebranche, lui, il accusait déjà le sens, mais bon, c'est pas l'attention à Dieu au sens religion, c'est même l'attention au réel, au sens de Simone Veil, même, immense philosophe, selon moi, qui comprenait déjà comment le capitalisme, en l'occurrence, oui, commençait à menacer l'attention qu'avait l'homme au réel, et donc, in fine, à soi-même et aux autres. Oui, ça c'est très juste, et ça c'est les grands textes de Simone Veil sur la condition ouvrière. On pense aussi, qui fait que l'attention du travailleur, de l'ouvrier, elle est sans arrêt fragmentée en réalité. Donc il n'y a plus cette linéarité-là, cette continuité. Elle est segmentée. C'est comme dans les temps modernes de Chaplin, etc. Et c'est un rapport au temps complètement fou, en fait, qui empêche cette continuité de la pensée. Et ça, c'est un point, effectivement, qui ne date pas du capitalisme numérique. Moi, il me semble qu'avec ce qui se produit depuis 15 ans, là, quand même, on est dans une accélération. Et alors, il faut faire attention aussi à ne pas être totalement réactionnaire. Encore que l'histoire ne soit pas un progrès continu, parce qu'il y a quand même eu une alphabétisation quand même considérable. Hein, par rapport même au temps de Malebranche, XVIIe siècle, qui savait lire. Hein, alors peut-être que ceux qui savaient lire, ils pouvaient s'en sortir. Mais la grande masse du peuple ne pouvait pas lire. Donc il faut tenir ça. Hein. Mais cela dit, moi, concernant le numérique, bon, on va peut-être parler d'autres choses, et les écrans, je ne tiendrai jamais le discours du libre arbitre, qui consiste à se dire tout dépend de l'usage. Non. En régime capitaliste, je ne dis pas dans un autre régime social, économique, politique, mais en régime capitaliste, vous savez bien que c'est l'économie de l'attention. Tout est fait pour diffracter l'attention et pour pousser à la consommation, pour faire tourner la machine capitaliste. Et c'est extraordinaire, là, ce qui a été inventé pour ça. Donc là, il y a eu quand même une aggravation considérable dans, justement, une sorte de, d'asservissement des humains. Là, vraiment. Là, on est à un point critique. C'est vous aussi qui êtes concernés. Et c'est à vous de lutter aussi, les jeunes. Et vous le pouvez, bien sûr, évidemment. Et il faut toujours avoir de l'espoir. Les rationalistes, ils ont de l'espoir. Toujours. Dans l'humanité. Parce que l'humanité fait des choses sublimes, fait des choses terribles, des catastrophes, des guerres. Et elle fait des choses extraordinaires. Comme la philosophie, l'art, la science. La solidarité humaine, c'est extraordinaire et ça existe aussi. Ça n'a pas été broyé complètement par le capitalisme. Donc, tout est encore possible, heureusement. Et donc, pour parler de cette libération de l'homme, et pour parler d'espoir, comme vous venez d'en parler, qu'est-ce qui pourrait, pour nos auditeurs, conforter justement dans cette perspective optimiste que peut nous délivrer la philosophie? Quel texte, par exemple, on peut leur suggérer? Ceux qui veulent entreprendre cette libération par le travail de la pensée, qu'est-ce qui peut leur donner de l'espoir et les conforter? Mais moi, je dirais que c'est une pratique aussi. On parlait de l'articulation entre théorie et pratique, c'est-à-dire faire quelque chose. Et bien, prendre un livre, laisser son téléphone pour 2 heures par jour, aller se promener quand il fait beau, comme aujourd'hui, dans le grand soleil, ça, c'est déjà quelque chose. Quel texte? Tous les textes. Et même les textes des adversaires empiristes, ils sont magnifiques aussi. Alors, il y a des choix en philosophie, et vous pouvez prendre tout texte vraiment philosophique, c'est-à-dire difficile, c'est pas nébuleux, pas obscur, difficile. Ça, c'est bien. Donc, vous pouvez prendre du Platon,
toujours, hein, c'est ce qu'on conseille aux étudiants, mais pour soi-même. Ça fait du bien de reprendre Platon. Hein. Et par exemple, La République, il faut lire La République. C'est terriblement actuel, La République. En plus, il y a des considérations sur le tyran totalement abruti, qui est esclave de son propre désir, qui ne comprend pas. Et on pense à Trump avec sa décision délirante là, de la guerre contre l'Iran, le Liban, qui ne comprend même pas et qui entraîne tout le monde avec lui dans ce délire. Et c'est incroyable de lire ce qu'écrit Platon du tyran à l'aune du contemporain. On peut lire Descartes, le discours de la méthode qu'on croit connaître, qu'on ne connaît pas. Hegel, c'est plus difficile, mais il rend hommage au travail du concept. Le travail du négatif, c'est extraordinaire. On peut lire Simone Veil, La condition ouvrière. On peut lire Robert Linhart aussi, je pensais à lui. Vous connaissez ? Non. Robert Linhart, ça a été une des grandes philosophes du XXe siècle, des années 1960, qui étaient des années de lutte politique très intense, communiste, et de grands moments de la philosophie. Donc vous voyez, ça va ensemble. Grands moments d'intensité théorique philosophique et de lutte politique, ouvrière, étudiante, anti-impérialiste, anti-coloniale. Ça a été... Donc lui, c'était un philosophe de la rue d'Ulm, élève de Louis Althusser, hyper fort sur Hegel, Marx. Il était militant politique aussi. Il s'est dit, ce que je sais, il faut que je le partage. C'est pas possible que moi, je fasse de la philosophie très beau et que mes frères humains, ils soient comme ça, asservis. À l'époque, il y avait toutes les usines, il y avait les ouvriers immigrés qui étaient encore plus exploités que les autres. Donc il est devenu maoïste. Je sais pas si vous connaissez cette tradition. Oui, avec Sartre et Beauvoir, tout ça. Mais alors lui, il était vraiment engagé, c'est-à-dire qu'il s'est établi. Et c'est le philosophe qui, un peu comme Platon, toute proportion gardée, sort d'Athènes, où il était bien tranquille, et va en Sicile pour essayer de mettre en œuvre sa politique. Et il a failli vraiment, vraiment mourir. Robert Linhart, lui, qui est toujours vivant d'ailleurs, il va avoir 80 et quelques, il s'est établi, s'est installé en usine. Il a laissé ses livres, son poste à la fac, et il allait travailler comme ouvrier. Pour d'abord comprendre ce temps-là, ce temps du travail qui n'est pas le travail de la pensée, même s'il faut toujours de la pensée pour travailler, mais qui a cette servitude-là de l'usine qui nous empêche d'exister avec l'exploitation capitaliste. Et il travaille à la chaîne, donc c'est le pire, la chaîne, il n'y a pas une seconde. Exactement comme Simone Veil. Et il raconte qu'un de ses camarades sur la chaîne de montage, il l'aide. Parce qu'il est en retard, il n'arrive pas à suivre là, les boulons. Et son camarade qui vient d'Algérie, un Kabyle, lui, il a l'expérience. Et il travaille plus vite pour faire en sorte que lui, ça aille. Que lui, Robert Linhart, qui arrive de son université, puisse malgré tout suivre le rythme. Et il a écrit ce livre qui s'appelle L'Établi, qui est un très très beau livre, qui a été écrit après son expérience, je crois que c'était chez Citroën, dans les usines automobiles en 69-10, donc après 68. 68, ça n'a pas été une petite révolte, ça a été une immense lutte des ouvriers aussi. On l'édulcore complètement aujourd'hui. Et c'est publié aujourd'hui. Il y a un film qui n'est pas extraordinaire, mais qui a été tourné à partir du livre. Et à la fin, il n'en peut plus, Robert Linhart. Et il essaie de reprendre ses cours de philosophie à l'université. Il n'arrive pas à suivre ce rythme. Voilà. Et puis le projet politique communiste, il est finalement défait temporairement. Et il revient à la fac et il perd le langage. Il s'en est jamais remis de cette histoire. Il est devenu presque muet. Et c'est une histoire tragique aussi. Mais de philosophe qui essaie de partager avec ses frères humains son exigence de vérité et de justice. Comme dans La République, le philosophe rappelait la caverne, là, dont on parle tout le temps. Alors le philosophe, il arrive à s'extirper de la caverne, et il sait que les ombres sont des ombres, et il voit le soleil, et il n'est plus dans l'illusion, c'est-à-dire dans les chaînes. Mais qu'est-ce qui se passe ? La divinité lui dit, camarade philosophe, tu vas retourner dans la caverne. Tu t'es émancipé, tu es content, tu vois la vérité, tu n'es plus dans l'illusion, etc. Mais tu vas redescendre dans la caverne. Pourquoi ? Pour sauver tes frères humains. Donc on ne les laisse pas dans la caverne. C'est le mouvement de la philosophie, même ce retour dans la caverne. Et j'avais en tête j'ai pas vraiment en tête, je vais citer maladroitement cette phrase de Louise Michel qui dit que la révolution commence avec l'ouverture d'un livre.
Oui. Et il y a beaucoup qui a été écrit sur le fait que dans les révolutions, que ce soit en Amérique latine, même au temps des nazis, le livre, caché dans des caves, dans des endroits, dans des maisons, a toujours été le symbole de résistance et de permanence d'une certaine identité, en fait. Et ça a été un symbole de révolution partout où la tyrannie a essayé d'écraser les peuples. Oui, au point où la tyrannie fasciste nazie a brûlé les livres. Absolument. Bien sûr. Ça, c'est très très juste et très important. Il nous faut méditer ça. Qu'un livre, alors un vrai livre, hein. Ça veut dire un livre qu'on ne comprend pas tout de suite aussi, mais personne ne comprend tout de suite. Hein. Mais un vrai livre, c'est un instrument de libération. Alors il faut partager le plus possible ce qu'on comprend. C'est pour ça que l'enseignement, il est important aussi. Et le partage et les groupes de travail collectifs. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est très, très important. Louise Michel, elle évoque ça. C'est une grande figure de la Commune, qui est vraiment un moment de révolution magnifique en 1871, qui a été écrasé dans le sang par la bourgeoisie, là, par les bons républicains qui méprisaient le peuple, Monsieur Thiers, etc. Elle a été envoyée en déportation en Nouvelle-Calédonie, etc. Mais il y avait les livres. Et dans la tradition ouvrière aussi, c'était très important. Et quand il y avait encore des partis communistes organisés, il y a longtemps, la question de l'éducation populaire, elle était très importante. La question de l'université ouvrière, elle était très importante. C'est-à-dire, s'emparer des livres, c'est un acte de libération. Ça veut dire que les livres, ils n'appartiennent pas aux bourgeois. Au contraire, nous pouvons les lire mieux qu'eux. Et moi, je pense au FTP Moy, vous savez qui ça représente? Manoukian. Misak Manoukian. Oui, Misak Manoukian. Tous ceux qui ont été les résistants communistes, main-d'œuvre immigrée, qui n'étaient pas français, qui étaient organisés dans le Parti communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la résistance, qui ont été absolument héroïques. Eh bien, ils aimaient les livres. Manoukian, c'était un poète. Dès qu'il pouvait, il ouvrait un livre. Et il y avait cette tradition-là, de ne pas laisser, surtout pas, les livres aux bourgeois qui ne savent pas les lire. Et les livres, ils nous appartiennent. Et nous sommes capables de les lire. Et ça, c'est une grande tradition de fierté communiste aussi. Absolument. Si le communisme, c'est l'amour du commun humain. Che Guevara était un gros lecteur aussi. Mais bien sûr. Vous parliez de l'éducation et justement, j'aimerais que, en dernier mot pour cette émission, vous ayez des mots sur l'éducation, sur l'éducation française, sur les universités, quelles menaces ou quelle situation on a à l'égard de cette libération de l'homme quand on regarde l'état actuel de l'éducation française, des universités, de l'accessibilité aux livres, à l'enseignement, à l'éducation, etc. Alors ça, c'est une question décisive et compliquée. La situation en France aujourd'hui, elle est contradictoire. Parce qu'on a hérité quand même d'une tradition qui peut être contestée, mais quand même d'enseignement public. Il y avait cette idée d'enseignement public. Alors, ça n'a jamais été complètement public, parce qu'il y a toute une part des fonds publics qui vont au privé, ce qui est quand même bon. Donc il y a une subvention de l'enseignement privé par le public, et l'enseignement privé, il prend une place de plus en plus importante. Donc il y a une subvention par l'État d'institutions d'éducation privée. Que ce soit l'enseignement supérieur, et ça c'est assez aggravé depuis Macron, ça s'est vraiment dégradé avec Parcoursup, avec la limitation du nombre de places à l'université publique, ce qui fait qu'il y a des formations prétendument d'enseignement supérieur, au rabais en réalité, qui font payer les étudiants. Et il y a une augmentation de la part de l'enseignement privé dans l'enseignement supérieur énorme, 25%. Il y a 10 ans, c'était peut-être 5%. Donc vous voyez, comme ça devient très inquiétant, et il faut combattre ça absolument, d'autant plus que c'est financé par nous. Et d'autant plus que ces formations sont très mauvaises en réalité, et c'est même parfois de l'escroquerie. On vous donne des masters E de droit, alors que la formation n'est pas du tout à la hauteur. C'est quand même extraordinaire. Et puis l'enseignement secondaire aussi, il y a de plus en plus d'enseignement privé. Ça, c'est compliqué. Et puis, il y a le fait qu'il manque justement des fonds publics pour l'université. 18 milliards nous manquent. Alors que les riches s'enrichissent plus que de raison et qu'ils ne savent plus quoi faire de ça.
si ce n'est inventer des moyens de nous contraindre. 18 milliards, donc il faut se battre pour ce qui nous appartient. Il faut se dire, l'école, elle est à nous. Comme l'hôpital, il est à nous, public. L'université, à l'origine, c'est universel. À l'origine, par exemple, la police n'a pas le droit d'entrer à l'université. C'est la franchise. L'université, c'est le lieu public de la diffusion du savoir. On n'a pas demandé des cartes. Tout le monde peut y aller. Ça, c'est l'université, telle qu'elle s'est instituée à la fin du Moyen-Âge. Donc, on n'a pas accepté que la police entre à l'université. Comme ça s'est fait récemment. Je l'ai appris à l'université de Tours. C'est censé être un lieu de partage exigeant, alors, bien sûr, hein, de partage de la connaissance, de l'amour de la connaissance. Et ça, il faut le défendre parce que c'est vraiment, ça existe encore. Et justement, ça n'a pas disparu, heureusement, contrairement aux États-Unis où il y a ce système fou là, des universités privées qui font que les gens s'endettent parce que c'est des sommes colossales pour s'inscrire. Nous, on a ça. Comme on a un hôpital public qui est mis en danger, et ben, l'enjeu aujourd'hui, c'est de se battre autant qu'on peut pour le préserver, contre toutes les menaces, contre la privatisation, contre précisément le fait qu'on ne puisse plus accueillir tout le monde à l'université, ou des frais d'inscription énormes pour les étudiants non européens. Par exemple, ça c'est sous Macron que ça a été décidé. Alors qu'on a encore des droits d'inscription très réduits, fort heureusement. Et vous savez que c'est menacé ça, parce qu'il n'y a pas assez de subventions publiques pour l'université. De moins en moins, alors qu'il y en a pour d'autres choses. Et là, vous voyez qu'elle est là, la politique. Elle est toujours là, la politique. Mais au grand sens du terme, évidemment. Pas au sens des luttes de pouvoir égoïstes. Au sens de comment on organise le commun humain. Et ça nous concerne. Tous, absolument. Dans le travail de la pensée et dans l'action politique, en fait, oui. Les deux sont absolument liés. Comment le grand Alain Badiou, et je conseille à tout le monde de le lire, alors peut-être pas ses livres techniques, il a écrit un très court livre récemment sur la politique actuelle, un petit livre rouge, je ne sais plus quel est le titre. Mais ça vient de sa période maoïste, du petit livre rouge du président Mao Tse-tung. Mais souvent il écrit de très gros livres qui sont difficiles, mais beaux, mais il faut vraiment du temps, et voilà. Et puis il écrit des petits livres plus accessibles, on pourrait dire. Voilà. Ça. Et par exemple, il a écrit un éloge de l'amour, très beau. Un éloge de la science, de la mathématique. Un éloge de la politique. Pas le règne des opinions, toi tu penses ça, moi je pense ça. Puis non, aimer la vérité en politique. Très beau. Et donc sûrement il a dû écrire aussi dans la continuité quelque chose comme ça. Et il dit, la philosophie, c'est pas simplement la philosophie, c'est l'alliance du courage et de l'amour de la vérité. Il faut du courage. Et les philosophes, c'est des guerriers, pas les affreux guerriers là qu'on a aujourd'hui, mais des combattants de la justice. Vraiment, il le dit. Donc ça suffit pas, le seul intellect. Il faut le courage. Et Badiou, quand il réécrit, vous savez qu'il a réécrit La République en langage contemporain. Bon, il connaît le grec. Et il invite les jeunes, notamment, à pratiquer la gymnastique, les arts martiaux, comme faisaient les Grecs, hein, et la philosophie. Voilà. Donc c'est du combat, la philosophie. C'est le mot de la fin avec Alain Badiou. Et ben voilà, vive Alain Badiou et vive le combat pour la vérité et la justice. Merci Pascal Gillot d'être venu. Merci Lénie. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez retrouver la rediffusion sur notre chaîne YouTube, Association Kairos, et aussi sur les ondes de Radio Campus Tours. À bientôt.